La coalition formée au sein de l'OTAN n'était pas seulement l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Elle incluait l'Amérique du Nord, qui établissait un système de pouvoir global, et les anciens empires européens, qui reconstruisaient leur noyau européen. Ces empires étaient déterminés à s'accrocher à leurs possessions coloniales en Asie, en Afrique et ailleurs pour reconstruire leurs économies domestiques. Donc pour réitérer ce que vous dites, on ne peut pas raconter l'histoire de l'OTAN séparément du colonialisme. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de parler avec le Dr. Jeff Rich, historien, auteur et ancien fonctionnaire. Jeff a obtenu son doctorat de l'Université nationale australienne et a travaillé pour diverses agences d'État australiennes. C'est un écrivain prolifique, avec un excellent Substack sur les affaires courantes, et il dirige la chaîne YouTube The Burning Archive, où il discute des penseurs et de la politique mondiale. N'hésitez pas à y jeter un œil. Tous les liens seront dans la description. Jeff fait également partie de cette nouvelle alliance médiatique que plusieurs d'entre nous, partisans de la paix sur les réseaux sociaux, sont en train de former. J'ai donc voulu faire un tête-à-tête avec lui pour comprendre la folie que nous vivons. Jeff, merci d'être en ligne. Merci beaucoup de m'avoir invité, Pascal. C'est un vrai plaisir parce que j'ai regardé votre émission un peu au cours de l'année écoulée et c'est un réel plaisir de vous rencontrer en ligne. Merci beaucoup. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'échanger et j'aimerais profiter de cette discussion pour vous laisser parler un peu de ce que vous faites. Vous êtes en Australie et moi je suis un Suisse au Japon. Nous regardons la politique mondiale sous un angle pacifique, n'est-ce pas? Bien que nous consommions beaucoup de nouvelles et de flux anglo-américains, essayons de structurer cela un peu. Et commençons par vous. Que publiez-vous? Quelle est votre perspective? D'où venez-vous? Eh bien, comme vous le dites, je suis un écrivain spécialisé en histoire. J'ai obtenu un doctorat en histoire au début des années 1990. J'écrivais en fait ma thèse de doctorat lorsque le mur de Berlin est tombé et que la place Tiananmen a eu lieu. J'étais à l'ANU à Canberra, où il y avait de nombreux étudiants étrangers, y compris de Chine et d'autres endroits. L'impact de ces événements mondiaux était immédiatement clair à l'époque. Après cela, je suis entré dans la bureaucratie d'État en Australie au Hearst. J'ai travaillé pendant 3 décennies sur une gamme de questions de politique sociale. Mais tout le temps, je lisais l'histoire du monde, en particulier d'une perspective plus globale plutôt que les cases étroites des nationalités. Vers 2010, j'ai commencé à écrire en ligne, initialement de manière anonyme, parce que, en tant que bureaucrate, je n'étais pas censé dire des choses en public. Cela a progressivement grandi au fil du temps. En 2022, j'ai pris une retraite anticipée de la fonction publique et je me suis lancé dans une nouvelle carrière en tant qu'auteur et créateur de contenu. Bien sûr, 2022 a été une année significative dans les affaires mondiales et j'ai été assez choqué par cela. Je veux dire, à travers mes écrits, j'avais suivi le monde multipolaire pendant plusieurs années. Grâce à mon travail au sein du gouvernement, j'avais acquis des connaissances directes sur le fonctionnement réel du gouvernement, l'impact de la mondialisation et de nombreuses tendances sociales significatives dans le monde. Cependant, j'ai également observé que beaucoup de ce que vous lisez dans les médias, des journalistes, des émissions de débat et même de nombreuses chaînes YouTube
n'est pas bien informé sur les problèmes pratiques auxquels les gouvernements sont confrontés. Ils discutent souvent des problèmes sans aborder comment les résoudre. De plus, ces sources sont fréquemment basées sur des histoires profondément incorrectes sur l'histoire. Donc, je suppose que mon écriture et la création de contenu ont vraiment consisté à aider les gens à réimaginer la façon dont ils racontent des histoires sur le passé qui façonnent ce qu'ils font aujourd'hui. J'essaye d'encourager une pensée plus flexible sur les récits que nous racontons concernant la création de l'OTAN, le développement de l'Occident et le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les gens s'enferment souvent dans ces histoires rigides. Si je devais être méchant, j'en appellerais beaucoup des contes de fées. Vous pourriez aussi les appeler de la propagande. Cependant, parfois ce sont aussi des histoires plausibles et significatives pour les gens, mais elles restent très rigides. Est-ce pour cela que vous appelez votre Substack et aussi votre chaîne YouTube The Burning Archives? Essayez-vous de brûler les récits échoués ou trompeurs? Ou quelle est l'histoire derrière ce nom? Eh bien, l'histoire derrière le nom de The Burning Archive est... Je veux dire, il y a un essai célèbre sur la philosophie de l'histoire par Walter Benjamin. Vous le connaissez probablement. Je pense que c'est Thèse sur la philosophie de l'histoire, où il parle de l'ange de l'histoire étant poussé en avant par le progrès et regardant en arrière les ruines du passé avec un regret compatissant, mais étant toujours forcé d'avancer. Cette image m'a obsédé pendant des années. À un moment donné, je ne sais pas, il y a 15 à 20 ans, j'ai en fait écrit un poème à ce sujet qui était The Burning Archive, imaginant nos archives brûlées. C'est presque comme si nous avions tellement d'informations, tellement de documents, tellement de choses à lire en ce moment que c'est surabondant et anéanti. L'archive brûlante est une image de cette perte de mémoire historique et de connexion avec le passé. Je suppose qu'il y a un sentiment que si nous nous reconnectons avec des histoires plus significatives du passé, nous pouvons mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Je l'ai toujours adopté, initialement comme un pseudonyme ou une sorte de couverture, parce que j'écrivais en tant que fonctionnaire et que je n'étais pas vraiment censé faire cela. Je suis content que vous abordiez ce sujet, car c'est une discussion que je voulais avoir depuis un certain temps. Alors, pour vous, où se situe le domaine temporel dans lequel vous percevez les nouvelles? Où commence le passé et où commence l'histoire? Quels sont vos points de coupure? Plus précisément, qu'est-ce que les nouvelles? Quelle est l'époque actuelle? Combien de semaines ou de mois incluez-vous dans cette sphère? Oui, c'est intéressant, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a un dialogue constant entre le passé et le présent. Par exemple, avec le sommet de l'OTAN qui se déroule en ce moment, il y a des histoires sur la création de l'OTAN après la Seconde Guerre mondiale qui sont mises en avant dans tous les discours. Nous pourrons entrer dans les détails de cela plus tard. Il n'y a pas de distinction claire entre le passé et le présent. Je crois, comme William Faulkner, que le passé n'est même pas passé. Il est toujours là et existe dans la manière dont nous racontons des histoires. J'essaie d'aider les gens à reformuler la façon dont ils racontent leurs histoires au fil du temps, à la fois dans les actualités et dans le passé. Ce n'est pas comme s'il y avait un monde passé scellé. La façon dont nous nous y connectons influence en fait nos événements d'aujourd'hui. Oui, il ne fait aucun doute que ces histoires et récits sur le passé sont essentiels pour façonner nos visions du monde actuel. Mon exemple préféré est que beaucoup de médias grand public répètent comme un mantra
quand les États-Unis ont gagné la guerre froide. Ils ne réalisent pas que c'est un mantra, mais ils continuent de répéter « Nous avons gagné la guerre froide, gagné la guerre froide, gagné la guerre froide ». Ensuite, nous avons des personnes comme Jack Matlock, le dernier ambassadeur américain en Union soviétique, qui était réellement là. Il a formé Reagan et a travaillé avec lui, puis avec Bush Sr. Il dit que c'était une fin de la guerre froide mutuellement convenue. Il a donc une version complètement différente de l'interprétation de cette partie du passé. Il dit « Non, nous n'avons jamais gagné la guerre froide. Nous l'avons négociée jusqu'à sa fin, et l'Union soviétique s'est effondrée seulement 2 ans plus tard, pour des raisons connexes, mais différentes. C'est une idée erronée de penser que nous l'avons gagnée. Cette idée erronée a donné naissance au triomphalisme, qui a ensuite conduit à ce que nous voyons actuellement. C'est ainsi qu'il donne un sens à ce qui s'est passé, et qu'il utilise la mémoire historique comme variable explicative pour comprendre le monde actuel. Maintenant, selon vous, quelles sont les fausses narrations les plus importantes sur le passé qui résonnent encore aujourd'hui et font partie du problème dans lequel nous nous trouvons? Eh bien, je pense que l'un de ces sujets concerne le monde post-Mont 45 et aussi la fin de la guerre froide et le début de l'ordre basé sur des règles, le nouvel ordre mondial, ou, peu importe comment vous voulez l'appeler, la primauté américaine. Ce sont des éléments très cruciaux. Comme vous l'avez mentionné, il y avait le livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire. Je pense que c'était Charles Krauthammer qui a inventé le terme « le moment unipolaire ». Ces idées ont induit les gens en erreur parce qu'ils n'ont fondamentalement pas compris, comme le dit Jack Matlock. C'était une sorte de... C'était une tentative de négocier la paix. Mais Gorbatchev, qui cherchait véritablement la paix, a été essentiellement frappé alors qu'il était à terre par l'Occident. C'est une histoire vraiment tragique, je pense. Toute la notion selon laquelle nous avons gagné la guerre froide sans tirer un coup de feu et que le monde entier était uni derrière les valeurs américaines a été complètement absorbée par les élites dirigeantes. Cette perspective ne reconnaît pas la véritable diversité et la multipolarité du monde et l'agence des autres à travers le globe. Cela me rappelle ce livre de Tom Friedman dans les années 1990 sur la mondialisation qui parlait d'un monde plat. Et c'est comme si ces types d'histoires avaient aplati tous les sommets et les creux et les différents petits écosystèmes qui existaient réellement dans le monde et ont toujours existé. Je pense que cela a été particulièrement dommageable. Toute la narration « Nous avons gagné la guerre froide » a également conduit à des excès, à l'universalisme et à l'unilatéralisme de la part de l'Amérique. Cela s'ajoute aux forces situationnelles agissant sur les gens. Je devrais également dire que toute l'histoire de Isnidembra est importante. Directement plus sur l'histoire c'est un word, un instinct. You know, there's a lot of discussion about Western civilization and blah, 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 blah. And I think it's really important for people who may not... Je pense qu'il est vraiment important pour les personnes qui suivent l'actualité, la géopolitique et les relations internationales de comprendre les changements dans les récits historiques au cours des 30 à 50 dernières années. Les histoires de l'ascension de l'Occident et de la mondialisation sont beaucoup plus compliquées et contingentes que ce qui est traditionnellement présenté. Il est essentiel que les sortes des récits traditionnels sur la civilisation occidentale et considèrent ces perspectives plus nuancées. Dans quelle mesure attribueriez-vous cette fausse représentation du passé à la fiction? Il y a des récits faux dans lesquels nous vivons, et puis il y a les récits oubliés, ceux dans lesquels nous ne vivons pas.
Je continue de penser, étant ici au Japon, et parlant aussi à mes bons amis des Philippines, d'Indonésie et de Thaïlande, à quel point la question du colonialisme est encore importante, toujours fondamentalement importante pour eux. Le colonialisme, pour les Européens et les Nord-Américains, semble parfois être une relique du passé ancien. Ils perçoivent le mot colonialisme de la même manière que nous pourrions penser au féodalisme. C'est quelque chose qui est arrivé, qui n'était pas agréable, mais qui est révolu depuis longtemps. Ils croient que nous l'avons surmonté et construit un monde bien meilleur, et que cela n'a plus d'impact sur nous. Et si vous parlez à quelqu'un qui l'a réellement vécu, ou comme les Thaïlandais, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'éviter, mais en ont quand même été fortement impactés, les Japonais aussi, n'est-ce pas? Ils se sont décolonisés. Ils ont une vision différente. Et ils nous disent, regardez, beaucoup des problèmes dont nous souffrons, surtout dans les pays africains, sont une conséquence directe de cela. Certaines des entreprises qui dirigent nos économies fonctionnent encore comme si c'était le 19e ou le début du 20e siècle, contrôlant les terres et les ressources de la même manière. Donc, en laissant de côté ce récit du colonialisme, à quel point pensez-vous que cela soit crucial pour l'état d'esprit de l'Occident collectif tel que nous le connaissons? The West, the collective West as we have it. Yeah, look, absolutely. And look, you can't understand the post-1945 Oui, world absolument. without... Vous ne pouvez pas comprendre le monde d'après 1945 sans reconnaître le colonialisme et l'histoire significative de la décolonisation. Si vous lisez les discours au sommet de l'OTAN à Washington, ils disent souvent que l'Allemagne nazie est tombée, l'Union soviétique est montée, le communisme se répandait, et puis les courageux alliés de l'Occident se sont réunis et ont tout repoussé. Mais vous ne réaliseriez pas qu'en 1947, l'Inde a obtenu son indépendance de l'Empire britannique. India gained its independence from the British Empire. The British Empire was still pretty L'Empire strong. britannique était encore assez fort, même ici en Australie. Les gens aiment penser que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Australie a tourné le dos à la Grande-Bretagne et a embrassé l'Amérique. Cependant, dans la période après 1945, les deux côtés de la politique disaient que nous sommes un bastion de l'Empire britannique dans le Pacifique. Cela faisait partie de leurs fonctions. Le Premier ministre Robert Menzies, qui a été Premier ministre pendant quelques décennies à partir de 1949, voulait rejoindre l'OTAN lorsqu'elle a été formée. L'OTAN a été formée par la Grande-Bretagne, qui avait des intérêts impériaux et coloniaux dans l'Indo-Pacifique, comme certains l'appellent aujourd'hui. La France a encore des possessions coloniales dans le Pacifique, comme la Nouvelle-Calédonie. À ce moment-là, le Vietnam et le Cambodge étaient également très importants pour l'histoire du monde post-1945. Les Pays-Bas avaient une colonie en Indonésie, qui est le voisin le plus proche de l'Australie et le plus grand pays musulman du monde. C'était une colonie incroyablement importante dans le monde multipolaire émergent. La coalition formée dans l'OTAN n'était pas seulement l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Elle incluait l'Amérique du Nord, qui établissait un système de pouvoir global, et les anciens empires européens. Ces empires reconstruisaient leur cœur européen et essayaient de s'accrocher à leurs possessions coloniales en Asie, en Afrique et ailleurs pour reconstruire leurs économies domestiques. Donc, juste pour réitérer ce que vous dites, on ne peut pas vraiment raconter l'histoire de l'OTAN sans parler du colonialisme. Il y a un grand historien, John Darwin, qui a écrit la meilleure histoire de l'Empire britannique et un excellent livre sur la montée et la chute des empires au cours des 500-600 dernières années. Il décrit ce qui se passe dans le monde post-1945 comme les États-Unis devenant le patron des empires européens.
L'Amérique n'aurait pas pu établir son système de pouvoir global à travers le monde sans ces empires européens qui ont sécurisé des intérêts en Afrique, en Asie, dans le Pacifique et ailleurs. In Asia and the Pacific and elsewhere. Yeah. So, yeah. I mean, it is. So, you know. Oui, exactement. I guess this is what I- D'une certaine manière, ce que j'aimerais faire parfois, c'est inverser l'histoire avec une partie de l'histoire mondiale de haute qualité qui a été écrite aujourd'hui. L'histoire de l'OTAN a toujours été liée à l'Indo-Pacifique. C'est pourquoi il est si troublant qu'elle essaye maintenant d'augmenter sa présence là-bas. Il ne s'agit pas tant de s'étendre dans l'Indo-Pacifique. Il s'agit de faire appel à ses atouts, comme l'Australie, le Sarawak Territory, pour contribuer davantage militaire au sein du système mondial-américain. Within America's sort of global system. I think this is quite important though, because on the one hand, yes, we perceive. Je pense que c'est assez important, parce que d'une part, nous percevons l'OTAN comme une institution, et c'est une institution. Elle a un siège, un secrétaire général, et c'est une organisation internationale hautement formalisée, comparée par exemple au G7 ou au BRICS, qui sont des rassemblements très informels de dirigeants. L'OTAN a une structure et même un bras opérationnel. Mais en fin de compte, l'OTAN dépend toujours des forces combinées de ses membres. Même l'exigence de dépenses de 2% du PIB ne concerne pas le transfert de 2% du PIB des pays membres au siège de l'OTAN. L'exigence est que vous dépensiez cela pour votre propre sécurité. Si tout le monde fait cela et pousse dans la même direction, l'idée est que vous avez une force forte. Maintenant, cela signifie bien sûr qu'il y a un caractère informel très important à l'OTAN et à la manière dont les membres individuels veulent se connecter à d'autres endroits. Par exemple, les États-Unis, établissant des liens de sécurité avec l'Australie, font partie de la stratégie plus large de l'OTAN. Pensez-vous que c'est quelque chose auquel nous devons prêter plus d'attention? La manière dont les relations militaires bilatérales s'entrelacent avec l'OTAN en arrière-plan? Ou est-ce quelque chose qui pourrait aller à l'encontre de l'OTAN? Un scénario d'horreur serait donner tellement de pouvoir à l'OTAN qu'elle obtienne le commandement principal sur tout le monde. Mais ce n'est pas le monde dans lequel nous allons. L'OTAN est encore essentiellement un outil, je dirais, principalement des États-Unis, pour mettre en œuvre ce qu'ils veulent faire, et non l'inverse. Comment voyez-vous cette situation complexe? How do you see that complex? Yeah, I mean, it's a complex question. I tend to agree with Oui, you that je veux dire, NATO c'est une question complexe. J'ai tendance à être d'accord avec vous pour dire que l'OTAN est en quelque sorte le bras armé du système mondial américain. Vous pouvez l'appeler un empire si vous voulez, mais beaucoup de gens sont offensés par ce terme. Donc, un système mondial est une autre façon d'y penser. Je pense absolument que c'est le bras armé de ce système. D'une certaine manière, l'histoire de la formation de l'OTAN peut également mettre en évidence ce qui est si dangereux en ce moment. L'OTAN a été formée dans un monde turbulent où vous savez, dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une dévastation absolument stupéfiante et horrible. 10 millions de morts en Chine et 27 millions de morts en Union soviétique, ainsi que d'innombrables autres à travers le monde. L'OTAN a été formée par peur de nombreuses manières. La peur que l'Union soviétique allait s'étendre et que le communisme allait se répandre et saper les gouvernements du monde entier. Il y avait aussi la peur que le communisme et les insurrections nationalistes sapent les empires européens dans des endroits comme le Vietnam et l'Indonésie. Il n'y avait vraiment aucune preuve,
et les historiens n'ont pas été capables de trouver un quelconque plan ou intention de l'Union soviétique d'envahir l'Europe occidentale ou quelque chose de ce genre. Elle était essentiellement en position défensive dans une société qui avait perdu environ 1 de ses 7 habitants. 27 millions est un grand nombre. C'est difficile à comprendre, mais cela se traduisait par environ 14%. Donc, une personne sur 7 en Union soviétique était morte pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas comme s'ils étaient en position d'envahir l'Europe. Je ne pense pas. Ce n'était pas vraiment une menace agressive, bien qu'il y ait certainement eu un choc des valeurs qui donnait un sens à cette peur dans le monde d'après-guerre. D'une certaine manière, les peurs peuvent devenir des intentions. Je crains que nous ayons le même problème maintenant. L'OTAN craint que la Chine et les pays des BRICS ne sapent le système mondial américain. C'est presque comme si elle cherchait à imposer ce conflit au monde. Oui, vous savez, il y a aussi cet élément où vous avez des affrontements de récits historiques. Si vous dites que nous n'avons aucune preuve que l'Union soviétique ou la Chine communiste essayaient de conquérir le monde, c'est probablement vrai sur le plan opérationnel. Mais idéologiquement, il suffit de regarder ce que disait leur idéologie. Ils disaient que le marxisme et le communisme étaient les objectifs finaux. Ils croyaient qu'il ne s'agissait que d'une question de temps, avant que les Européens de l'Ouest et les Américains n'adoptent ce système. Ils pensaient qu'ils devaient simplement aider les mouvements socialistes à émerger. En fin de compte, ils croyaient que la société progresserait du socialisme au communisme. Donc, c'était juste devant vous. C'était aussi un récit fort. Nous avons cette contestation de récits sur les trajectoires historiques, ce qui est en fait un concept très hégélien. Which is actually a very Hegelian thing to do, right? Marx as well. To view the future as... Marx considérait l'avenir comme une conséquence logique du passé. Il suffit d'avoir le bon récit pour savoir exactement où nous allons. Lorsque vous avez 2 ou 3 de ces récits, ils s'affrontent. Cet affrontement se manifeste alors dans le monde réel, par des guerres par procuration, dans des endroits comme le Vietnam et l'Ukraine. Tout cela pour se conformer à la trajectoire historique que vous continuez de voir. Aux États-Unis, il y a le concept de destinée manifeste et l'ancienne croyance d'être le peuple élu, qui vient du christianisme et du judaïsme. Où pensez-vous que les autres récits que nous avons aujourd'hui ne sont pas utiles pour s'éloigner d'une planète belliciste? Eh bien, je suppose que ce sentiment de destinée manifeste, de suprématie américaine, et l'idée d'être le peuple élu avec des valeurs universelles est tellement fondamentale. Vous avez mentionné certaines des origines religieuses de cette pensée, ce qui introduit tout l'argument d'Emmanuel Todd dans son livre « La défaite de l'Occident » ou « La défaite ». Vous pouvez probablement le dire mieux que moi. Mon français n'est pas excellent, mais la défaite. Vous avez un magnifique résumé du livre dans l'une de vos vidéos, qui est très bien bas. Oui, allez-y. Il avance cet argument selon lequel l'histoire que l'Occident se raconte, qu'il est uni derrière des valeurs libérales, n'est peut-être pas vraiment vraie. Ce qui s'est passé dans les sociétés occidentales, c'est qu'elles ont été dépouillées de croyances collectives au fil du temps, en partie à cause du déclin de la religion. Il ne dit pas que si tout le monde était religieux, nous serions dans un monde meilleur. Il énonce simplement un fait sociologique. Les gens se mariaient à l'église, mais ce n'est plus le cas maintenant. Autrefois, les gens baptisaient leurs enfants, mais ils ne le font plus maintenant. Tout ce genre de choses a changé. Cependant, il reste un héritage durable dans la texture ordinaire de la vie de ces croyances religieuses.
Particulièrement dans le monde anglo-américain, l'héritage du protestantisme est profondément important. Une partie de cela est le sentiment d'être les élus, les personnes choisies par Dieu pour aller au paradis après la mort. Cette croyance s'étend à un droit perçu comme donné par Dieu d'imposer des valeurs universelles au monde, parce que cela est vu comme la volonté de Dieu. Donc, ce genre d'attitude persiste, même si la religion proprement dite n'est plus là. En l'absence de croyances collectives, les groupes dirigeants au gouvernement ne fonctionnent vraiment qu'autour d'intérêts étroits. C'est une histoire très intéressante sur la façon dont certains de ces facteurs à long terme interagissent. Il soutient que cela conduit l'Occident à une politique autodestructrice en Russie et en Ukraine. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir répondu à votre question, Pascal, car j'ai testé l'argument d'Emmanuel Todd, mais... So I'm not quite sure I answered your question, Pascal, because I sort of tried to work in the Emmanuel Todd thing there, but... I mean, Emmanuel Todd's making a good point. He's not the first. Je veux dire, Emmanuel Todd fait un bon point. Il n'est pas le premier à faire cet argument. Vous savez, cet argument sous d'autres formes a été fait par Jordan Peterson et d'autres conservateurs, n'est-ce pas? Cela remonte à Nietzsche, cette critique de se débarrasser de Dieu. Pas dans le sens de dire simplement qu'il n'est pas là, ce qui est probablement le cas, mais la croyance collective autour de cela. C'est certainement quelque chose que nous voyons, qui s'est produit en Europe et en Amérique du Nord, à un degré étonnant, qui est vraiment nouveau. L'histoire de l'Europe, au cours des 1000 dernières années, et de l'Amérique du Nord, depuis que les Européens blancs sont arrivés, ont massacré les habitants originaux et les ont remplacés. C'est aussi une histoire de foi profonde, au sens traditionnel du terme, n'est-ce pas? Où la foi fait partie de votre cadre mental de l'univers. Donc, remettre en question l'existence de Dieu, c'est comme remettre en question l'existence du Soleil. C'est quelque chose de si évident qu'il faudrait être idiot pour le remettre en question. Et si vous le faites, alors vous devriez probablement être mis à mort, parce que vous n'êtes manifestement pas capable de vivre. Je parle de ce genre de foi, pas seulement du « oh, je pense que tout le monde devrait pouvoir croire ce qu'il veut ». Non, le vrai genre de foi. Et cela est nouveau. Cela disparaît de manière si radicale, mais la façon dont nos cerveaux fonctionnent ne change pas. Pensez-vous que nous créons maintenant ces nouvelles narrations, comme avec cette historicisation de la politique mondiale? Je pense que si nous considérons nos propres vies personnelles, nous ne pouvons pas passer une journée sans raconter une histoire sur la façon dont ce que nous faisons maintenant est lié à ce que nous faisions enfant ou à ce que nous prévoyons de faire ensuite. D'une certaine manière, ce n'est pas si différent de cela. Cependant, je crois qu'il y a un manque de culture riche de l'enquête sur ces histoires, particulièrement dans l'environnement médiatique. Les gens ont tendance à s'enfermer dans des idées simplistes sans les se mettre en question. Questioning about it. Again, looking at an example from the NATO summit. Encore une fois, un exemple tiré du sommet de l'OTAN est qu'il diffuse cette histoire selon laquelle l'OTAN est l'alliance militaire la plus durable de l'histoire mondiale. Cela est censé justifier pourquoi c'est aussi l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire mondiale. J'étais vraiment curieux à ce sujet parce que je pensais que c'était une affirmation audacieuse. Je me demandais à quel point elle était fondée. Il semble que cela remonte à un rapport de l'Institut Brookings datant d'il y a environ 10 ans. Dans ce rapport, un historien militaire américain a créé une base de données d'alliances militaires, presque toutes européennes et postérieures à 1400. Ensuite, une société de conseil l'a reprise et en a fait une histoire d'actualité. Some consulting firm picked it up and turned it into a news story, but they sort of kind of got Mais ils ont en quelque sorte mal interprété les données, car dans le tableau du rapport de l'Institut Brookings,
il y a une référence à une alliance franco-ottomane qui a duré 250 ans. Lorsque j'étais fonctionnaire, je voyais souvent ce désir constant de faire de grandes déclarations, comme dire que quelque chose est le premier ou le meilleur au monde. Ces affirmations sont souvent faites sans véritable contexte historique, juste pour donner un sentiment de superlatif. Je veux dire, c'est une tendance naturelle de se sentir spécial, n'est-ce pas? Oui, L'une des choses que j'ai tendance à faire est de souligner que cela fait toujours partie d'un mécanisme très ancien, similaire à des exemples que nous avons déjà vus. Par exemple, lors du récent sommet de l'OTAN, ils accusent maintenant la Chine de soutenir la guerre en Ukraine avec des biens à double usage. Les biens à double usage ne sont que la dernière version de l'ancienne idée de contrebande de guerre. Nous avons ce concept depuis 500 ou 600 ans. Cela fait partie du même mécanisme que toujours. Cependant, les acteurs politiques essaient souvent de tout présenter de manière nouvelle. Ils pourraient dire « Oh, vous ne pouvez pas comparer cela à avant. Maintenant, nous vivons dans un nouveau monde, et vous devez accepter ma vision de ce qu'est le nouveau monde. » Cette approche tente de déshistoriciser les événements. En réalité, il n'y a généralement pas beaucoup de nouvelles choses sous le soleil. C'est souvent juste la dernière version de quelque chose qui se produit déjà. C'est un problème, n'est-ce pas? This is a problem, isn't it? Yeah, no, absolutely, absolutely. I mean, another example absolument. is like, Un autre exemple est celui des récits effondrés. L'historien Niall Ferguson, un historien britanno-américain, a écrit une comparaison entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le titre de son œuvre est « Nous sommes tous des soviétiques maintenant ». Il soutient qu'il existe de nombreuses similitudes entre l'Union soviétique dans ses derniers jours et les États-Unis aujourd'hui. Il suggère qu'il y a un risque que les États-Unis puissent s'effondrer comme l'Union soviétique. Lorsque vous examinez les détails de son histoire, il y a effectivement quelques similitudes. Cependant, certaines de ces comparaisons sont moins flatteuses pour l'Amérique. Ils ne comprennent pas pleinement ce qui s'est passé avec l'Union soviétique. Mais il y a un attrait séduisant à l'idée d'une fin imminente. Seductive appeal to the sort of, the end, this sort of like the end times narrative. Vous savez, c'est un peu comme le récit de la fin des temps. Tout va se terminer par une sorte d'effondrement dramatique, moralement justifié, vous savez, une fin et un effondrement. Parfois ça se passe comme ça, mais c'est toujours plus compliqué. Même l'effondrement soviétique était plus compliqué que cela. Nous sommes attirés par les versions psychologiquement satisfaisantes de l'histoire, plutôt que par les versions plus nuancées. Si nous pouvons réellement prêter attention à ces versions plus nuancées, je pense que cela nous libère pour répondre différemment aux événements, tant dans nos vies personnelles que dans les affaires publiques. Il y a un besoin psychologique de création de récits. En un sens, je suis assez content que le mot anglais for narrative creation. And in a sense, I'm quite glad that the English word for your profession, our Pour notre profession, l'histoire, le mot contient story, récit, ce qui n'est pas le cas dans toutes les langues. Cela ne fonctionne pas en allemand et cela ne fonctionne pas en japonais. Mais en anglais, il contient story, comme une manière de dire que ce n'est pas tout ce qui s'est passé naturellement. C'est la façon dont nous choisissons de nous en souvenir. Le travail de l'historien consiste généralement à ajouter plus de nuances et plus de saveur, pas nécessairement à créer l'histoire elle-même, mais à y contribuer. Oui, oui. Et je veux dire, les historiens, j'aime dire que nous sommes tous des historiens, parce que nous nous racontons tous des histoires sur le passé et nous trouvons notre chemin à travers elles. Mais, vous savez, je suppose que l'une des choses qui m'a également choqué au cours des dernières années est à quel point comment certains historiens éminents ont été attirés par ce genre de récit. Je veux dire,
Ils sont aussi susceptibles que n'importe qui d'autre de se laisser entraîner par la propagande, les vœux pieux ou les pensées rancunières. Timothy Snyder en est un excellent exemple. Les différentes histoires autour de la guerre Russie-Ukraine en sont des exemples significatifs. Neil Ferguson, je suppose, est un autre exemple, bien qu'il soit une figure plus compliquée. Il y a presque un sens dans lequel, si la vérité est la première victime de la guerre, l'histoire en est la deuxième victime. Une grande partie de la guerre consiste à rallier les gens derrière une histoire collective, et c'est en partie la fonction de l'histoire. Malheureusement, cela signifie parfois que les gens servent ces objectifs plutôt que d'adopter une approche impartiale. Je dirais même que dès que vous avez la guerre, vous savez que l'histoire véridique a déjà été anéantie. C'est comme si elle gisait en train de saigner dans la rue, parce qu'il faut créer cette longue période de fabrication d'un ennemi et de nourrir la haine envers lui pour en arriver là. Nous pouvons voir cela se dérouler en ce moment en Europe. Les populations sont préparées à aller en guerre et à haïr les Russes, tellement parce que beaucoup de nuances historiques sont mises de côté pour comprendre le conflit. Vous les éteignez tous un par un. Quelques historiens sont très utiles pour cela. Ils s'y plongent, puis le récit politique empêche certaines choses de remonter à la surface. À la fin, vous avez ce moment, le moment de la Première Guerre mondiale, où tout le monde prend un fusil, sourit à la caméra et est heureux que la guerre que nous attendions commence enfin. Puis la boucherie commence. Alors peut-être que l'histoire est déjà morte, celle dont nous aurions besoin pour désamorcer. Oui, en effet. Écrire l'histoire de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans est très différent de répondre à une série d'événements ambigus et contradictoires en cours. J'ai moi-même été dans cette situation au gouvernement, où le concept de brouillard de guerre est approprié. Tout le monde essaye de trouver son chemin à travers cela. On ne veut pas être trop critique, mais l'histoire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale montre que de nombreux historiens se sont déshonorés en se rangeant du côté des récits nationalistes et impérialistes. Je pense qu'il y a pas mal d'historiens contemporains qui regarderont en arrière et se demanderont pourquoi ils ont fait des choses similaires au cours des 5 dernières années. Comment les identifions-nous? Le plus grand problème que nous avons est notre propre prison mentale, n'est-ce pas? Le plus grand danger auquel nous sommes confrontés est d'être inconscients des vérités cruciales en dehors de notre prison mentale. Quelle est votre recommandation pour lutter contre cela? Je veux dire, aucun de nous ne peut s'échapper de lui-même, mais nous pouvons essayer de remettre en question ce que nous croyons. Quelle est votre approche pour y parvenir? Avez-vous une méthode systématique pour le faire, comme lire les autres ou quelque chose du genre? Oui, eh bien j'essaie toujours de faire en sorte que, si je veux en savoir plus sur l'histoire de la Russie, je découvre au moins ce que les historiens russes pourraient en dire, ainsi que les historiens anglo-américains. Il y a toujours au moins 2 côtés à une histoire. Vous pourriez donc faire cela. Bien que les récits puissent nous piéger, nous pensons tous à travers des récits et avons un instinct très sophistiqué pour eux. Par exemple, nous regardons une émission de télévision et pouvons dire quand elle a un scénario médiocre avec des personnages clichés et la même vieille intrigue qui a été montrée 1000 fois. Et je pense que les gens peuvent essentiellement puiser dans cette même compétence commune que nous utilisons lorsque nous regardons Netflix, mais de manière consciente, plutôt que d'être passif et de ne pas vraiment se soucier. Nous pouvons appliquer cela aux récits que les gens racontent, en géopolitique, dans les affaires courantes et dans l'histoire.
Par exemple, lorsque Jens Stoltenberg dit que l'OTAN est l'alliance militaire la plus durable de l'histoire, vous pourriez penser vraiment, comment le sait-il? Comment le sait-il? Lorsque vous entendez des responsables de l'OTAN parler des événements post-guerre froide et post-45, cela semble souvent un peu trop simple. C'est comme dire « Oh oui, ce n'est qu'un feuilleton ». Soyez assez curieux pour demander « Que s'est-il passé d'autre ?» ou « Quelle est une autre facette de l'histoire ?» Je pense qu'il y a des choses assez simples que les gens peuvent faire. Il y a beaucoup de très bonnes histoires et d'histoires écrites sur divers événements au cours des dernières décennies. Sur ma chaîne, je fais de nombreuses recommandations de livres d'histoire. Je pense que les gens devraient chercher ce genre d'histoire plutôt que de répéter les mêmes vieux scénarios de feuilletons fatigués. Oui, et cela se résume à cette chose très simple, très standard que nous continuons de dire à nos enfants, n'est-ce pas? Pense par toi-même. Ne l'avale pas tout rond, d'accord? C'est aussi simple que cela, mais aussi difficile que cela. As difficult as that. Yeah. And I also think you can almost use it like Oui, oui. Et je pense aussi que vous pouvez presque l'utiliser de manière psychologique. Si vous pensez à ce que les gens font en thérapie ou en psychologie, c'est souvent de raconter à nouveau le récit que vous vous faites de votre vie. Je pense que beaucoup des histoires que nous racontons dans le monde public sont similaires. Sorry about that. A lot of the histories that we tell in the public world are like some of the bad stories we tell about ourselves. Certaines des mauvaises histoires que nous racontons sur nous-mêmes nous maintiennent piégés ou créent des schémas rigides qui n'ont pas vraiment de sens. Par exemple, dire « J'ai été victime d'un méchant, il s'appelle Vladimir Poutine » ou quelque chose de similaire. Je pense que les gens peuvent s'inspirer de la manière dont ils changent leur récit personnel et appliquer cela à la société et aux affaires publiques. Parfois, ces histoires rendent les gens fous. Cela fait partie de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Les gens étaient pris dans la frénésie du nationalisme et croyaient qu'ils avaient moralement raison de tuer les autres. Ils pensaient pouvoir marcher dans les tranchées et atteindre une sorte de gloire. March into the trenches and it would be some sort of glorious Maybe we can be mostly mindful of this, Peut-être pouvons-nous être plus attentifs à cela. Les récits historiques pro-guerre contre les récits critiques qui rendent les choses plus difficiles. Nous atteignons la marque d'1 heure et mon climatiseur sera remplacé dans 3 minutes. Donc, Jeff Rich, les gens peuvent vous trouver sur Substack et YouTube. Je mettrai tous les liens dans la description. Y a-t-il d'autres endroits où les gens devraient vous suivre? Écoutez, je pense que le meilleur endroit est Substack, jeffrich.substack.com. J'y écris sur l'histoire mondiale et la littérature. Je fais également une série en ce moment sur Substack et YouTube à propos du prix Nobel de littérature. C'est une manière fascinante de raconter l'histoire du XXe siècle. Alors, allez voir ça aussi. Tout le monde, veuillez consulter Jeff Rich. Jeff, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal Lotas.